Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur 7LTV. Et dans les titres de ce mardi 30 novembre, il y a une bombe politique qui est en train d'exploser au PS. La direction nationale du Parti Socialiste pointe les méthodes de la Fédération PS de l'Hérault en montrant du doigt son ex-premier secrétaire, Robert Navarro. Et coïncidence ou pas, c'est aujourd'hui qu'était dévoilé à la presse le film sur la campagne des régionales de Georges Frêche, réalisé par Yves Geland, le président, qui sortira en salle le 15 décembre. Et puis du théâtre, Enfance, d'après un roman autobiographique de Nathalie Sarraute. C'est au théâtre du Hangar, l'évocation de la vie d'une petite fille partagée entre un père attentif et une mère qui va la délaisser, à découvrir dans ce journal. Enfin, il signe en famille un ouvrage Question cancer. Le professeur Henri Pujol et ses deux fils Jean-Louis et Pascal sont nos invités ce soir, trois célèbres médecins cancérologues qui proposent une sorte de consultation idéale en répondant à toutes les questions que se posent les malades et leurs proches sur le cancer. C'est à la fin de cette édition. Mais on commence par ce nouveau séisme politique à gauche dans l'Hérault. Et c'est la gestion de l'ancien patron local du PS, Robert Navarro, qui est donc visé par un rapport des instances nationales du parti, dont des extraits ont été dévoilés ce matin dans la presse. Si le sénateur exclu du PS se défend, à gauche, dans la gauche héroltaise, les langues se délient. Explication, Maxence Kérébel. Ce vote au Parti socialiste languedocien est-il irrégulier? Lorsque les militants PS ont élu leur tête de liste pour les dernières régionales, est-ce que le nombre d'électeurs a été artificiellement augmenté? C'est ce que suggère un rapport de la commission Dialogue et Rénovation qui était venue à Montpellier en juin dernier. Rapport dont nos confrères de Midi Libre publient aujourd'hui des extraits. Pour les opposants au clan Frêche, ces accusations ne font que conforter la procédure de mise sous tutelle de la Fédération de l'Hérault. Ceux qui pouvaient douter d'une décision arbitraire, qui pouvaient en douter, je pense qu'aujourd'hui, on comprend que la décision n'était pas du tout arbitraire, qu'elle était mûrement et vraiment réfléchie. Mais les éléments troublants ne s'arrêtent pas là. Aujourd'hui, lors de notre reportage, nous avons pu consulter le listing des militants socialistes de l'Hérault. Sur cette liste, une cinquantaine de personnes ont pour domicile la Fédération PS de Montpellier, ici à l'image. Sur ce point comme sur d'autres, Robert Navarro se défend. Il y a des personnes qui veulent adhérer au parti, qui ne veulent pas donner leur adresse parce qu'elles ont des professions délicates ou autres. Donc oui, ils sont dans ma section, mais ils ont été contrôlés des dizaines de fois. C'est qu'il y a des gens, dont j'ai dû, moi, Georges Frêche et d'autres, contrarier certaines ambitions et certaines carrières, essayent de se déchaîner dans une œuvre de démolition. Car la situation de Robert Navarro a bien évolué depuis le décès de Georges Frêche. Un temps au banc de la Fréchie, il est aujourd'hui un de ceux qui comptent au conseil régional. A-t-il eu la peau de François Delacroix? C'est en tout cas ce que pense ce proche de Georges Frêche qui a perdu ses attributions à la région la semaine dernière. Aujourd'hui, il règle ses comptes. Quelqu'un qui est responsable d'un parti politique depuis 21 ans, qui considère ce parti politique comme son entreprise personnelle avec son épouse, il faut savoir passer le relais. Il y a une section qui s'appelle la section 11, où il y en a 30 ou 40 qui ont une adresse sur Paris, dans lequel on a le papa, la maman, le grand-père, la grand-mère, les enfants. C'est pas normal. On ne peut pas continuer comme ça. C'est contraire à mes valeurs, c'est contraire à mes principes, c'est contraire aux intérêts de la gauche. Et Georges Frêche le savait, ça? Georges Frêche le savait et il nous avait donné le feu vert pour qu'on engage le changement le plus rapidement possible. Avec ce pavé dans la mare socialiste, c'est certainement le début des règlements de compte de l'ère post-Frêche. À Solferino et à l'actuelle direction collégiale héroltaise de tenter de jouer les juges de paix. Une affaire à suivre, en tout cas coïncidence ou pas, le président était dévoilé à la presse ce matin. Le film sur la campagne des régionales de Georges Frêche, réalisé par Yves Geland, qui sortira en salle le 15 décembre prochain. 120 heures de rush qu'il a fallu résumer en 1h40, 25 semaines de montage pour un film qui n'est pas le portrait de Georges Frêche, mais qui est juste un parcours dans les coulisses de son dernier grand combat politique. Le président n'a pas été modifié depuis la mort de Georges Frêche. Il sera présenté au public donc le 15 décembre. Prochain dans sa version originale. Pendant 6 mois, Yves Geland a pu suivre l'ancien président de région et ce matin, il a raconté ses conditions de tournage. C'était à l'issue de la projection. Écoutez.
L'important, c'est de prendre le temps, d'avoir la durée. Et cette durée, cette confiance, cette liberté, je l'ai eue dès le premier jour, grâce à l'accord que j'avais avec Georges Frêche, avec Frédéric Bord, le directeur de cabinet, Laurent Blondiot, le directeur de la communication, qui sont aussi deux grands seconds rôles dans le film. Et c'est vrai que ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que je les ai vus l'été 2009. On a commencé à tourner le 1er octobre. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes d'accord? Je ne vous trahirai pas, il n'y aura pas d'images volées, il n'y aura pas de caméra cachée, mais moi je voudrais la liberté la plus grande possible, et cette liberté je l'ai eue, donc j'ai tourné avec confiance mais sans complaisance. Et dans les suites de cette campagne des régionales, il y a les promesses qui avaient été faites par Georges Frêche, parmi lesquelles un ordinateur portable pour chaque lycéen. Et bien d'ici 2013, tous les lycéens du Languedoc-Roussillon seront ainsi équipés. Une opération qui coûtera 15 millions d'euros par an pendant 3 ans. On écoute Jacques Christa, vice-président de la région chargé de l'éducation et des lycées. C'était ce matin au micro d'Olivier Brachard. Aujourd'hui, nous sommes en passe de monter ce projet. Nous avons eu un vote de validation en session hier. Le projet est opérationnel et il démarrera dès la rentrée de septembre 2011 pour tous les élèves de seconde. Donc 30 000 élèves à la prochaine rentrée seront dotés d'un ordinateur portable qui sera connecté de plus à un réseau informatique interne. 10 personnes ont été arrêtées ce matin par la police judiciaire de Montpellier, appuyée par le SRPJ de Paris et des policiers italiens dans un camp de Rome dans le quartier Port-Marianne. Les policiers intervenaient dans le cadre d'une commission rogatoire internationale pour démanteler un réseau qui aurait forcé des jeunes mineurs à se prostituer et à commettre des vols et des cambriolages. D'autres coups de filet du même genre ont eu lieu dans d'autres villes du sud de la France et en Italie. Des interpellations qui ont fait réagir le collectif de soutien aux familles roms. Il s'indigne des conditions dans lesquelles sont intervenues les forces de l'ordre. Et puis le patron de la célèbre discothèque Le Dune, Jean-Jacques Amouroux, a été blessé par balle. Ça s'est passé à côté de son établissement de la Grande Motte hier après-midi. Un homme cagoulé a tiré sur lui à 2 reprises, touché au ventre. Jean-Jacques Amouroux a été évacué vers les urgences de la Péronie. Ses jours ne sont pas en danger. Théâtre avec une adaptation d'un roman autobiographique de Nathalie Sarraute, Enfance. C'est au Théâtre du Hangar du 1er au 5 décembre. L'évocation de la vie d'une petite fille partagée entre un père attentif et une mère qui va la délaisser. Une pièce qui a déjà tourné dans les lycées de la région pendant 2 ans. Découverte d'un univers très personnel avec Olivier Brachard. Je n'avais sur cette terre qu'une seule mère. Et elle n'était pas encore morte. 3 ans après, en juillet 1914, ma mère est revenue. Cette fois, j'habitais avec elle. Une petite fille partagée entre un père aimant et présent et une mère qui la délaisse. Enfance, un roman autobiographique de Nathalie Sarraute, adapté sous forme de lecture-spectacle. Mon père a fait élever pour moi, dans la cour, devant la maison, un monticule de neige bien tassé. On a essayé de rester au plus proche de l'écriture. Nathalie Sarraute écrit des fragments comme ça, où les souvenirs arrivent de façon brute. Ce qu'elle veut faire en tant qu'écrivain, c'est quand le lecteur est face au livre, elle essaye de faire en sorte qu'une matière s'échappe du livre, une matière émotionnelle, charnelle. L'auteur fouille dans ses souvenirs de petite fille pour retrouver des sensations d'enfance, des flashs presque palpables qui se succèdent sans suite logique. Pour bien marquer le fait qu'on passait d'une chose à une autre, l'utilisation de la lumière pour nous était important parce que du coup, chaque effet lumineux entre guillemets correspond à un souvenir, voilà, bien défini. Est-ce que tu m'aimes? Dis-le-moi. Pour nous, cette petite lumière, c'est le cœur qui bat, c'est quelque chose comme ça, et où cette petite fille cherche l'amour de son père. Et finalement, tout ce qui se passe dans les mots, on a enlevé ça, et on a gardé des longs silences qui racontent l'hésitation du père à répondre, à nommer, à dire « je t'aime ». Des feuilles collées sur la mairie nous ont appris que c'était la guerre. Maman s'est affolée. Il fallait qu'elle rentre en Russie immédiatement, sinon elle serait coupée, retenue ici. Elle pouvait encore prendre un bateau. Enfance, du 1er au 5 décembre, au Théâtre du Hangar. Un mot de sport, du volleyball avec dans quelques minutes un derby très attendu à Montpellier au Palais des Sports, Pierre de Coubertin. Le Montpellier Volley reçoit l'Arago de 7, le 5e, qui reçoit le 3e du championnat de Liga. Résumé complet, ce sera demain dans le journal.
Et on en vient à nos 3 invités. Ils portent un nom célèbre dans le monde de la médecine. Tous 3 professeurs, cancérologues, Henri, Jean-Louis, Pascal, Henri, Jean-Louis et Pascal Pujol. Je vais y arriver. Alors, vous êtes lancé dans un exercice familial inédit. Vous signez un ouvrage commun. Ça s'appelle Question cancer aux éditions Actes Sud. D'abord, qui a eu l'idée de cet ouvrage autour de la table? Qui a commencé à penser à ce livre? Je crois qu'il faut le dire simplement, parce que ça correspond à quelque chose de très factuel. C'est Pascal qui a eu l'idée, et bien sûr on l'a suivi avec enthousiasme. Alors Pascal, justement, pourquoi? Pascal Pujol, pourquoi ce livre? Pourquoi la première idée? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous imaginez ce livre? La première idée, c'est qu'on partage cette activité, cette profession, et plus que ça, une motivation en service auprès des malades dans une maladie particulière. Et que quand on y réfléchit un petit peu, il n'y a pas de hasard. Et ce qui nous réunit au-delà des malades, c'est aussi une histoire familiale. Alors on a voulu, me semble, réfléchir à la fois sur cette maladie, sur ce que nous ont apporté les patients, mais également sur ce qu'on pouvait échanger dans la famille autour de ces problématiques. Jean-Louis Pujol? Sur la genèse? Oui, sur la genèse et puis je dirais qu'il y a les objectifs aussi de... Il y a 3 angles, il y a en fait 3 manières différentes de voir cette question. C'est peut-être pour ça que le S est entre parenthèses. Pour Henri, c'est l'engagement auprès de la Ligue, je pense, qui est marquant. Pour Pascal, c'est le fait qu'il soit à l'interface entre la recherche et la clinique. Et puis moi, c'est parce que je mène une réflexion, pas seulement en cancérologie, mais de manière générale, sur la relation qu'on peut avoir dans cette relation très singulière qu'on a avec un patient. Alors, vous avez chacun votre spécialité. Henri Pujol, chirurgien en retraite qu'on ne présente plus, ex-président de la Ligue contre le cancer. Jean-Louis Pujol, spécialiste plutôt du cancer du poumon, c'est ça? Et puis Pascal Pujol, plutôt généticien. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? Est-ce que c'est tout ce qu'on a toujours voulu savoir sur le cancer sans jamais oser le demander? Est-ce qu'on peut résumer ça comme cela? Ça a failli être un des titres. Ouais. Plutôt que de dire ce que c'est, on peut dire ce que ce n'est pas. C'est pas un livre de recettes. Ça ne veut pas mettre une distance entre les progrès scientifiques et les gens qui ont envie de le lire. Ça ne veut pas être alarmiste non plus. Ça se veut quelque chose de très proche du lecteur. On a essayé de se placer autant que faire se peut à la place du lecteur. Est-ce que vous mettez aussi en jeu et en avant, mais de façon positive, votre expérience à chacun? Je vais demander à celui qui en a le plus autour de cette table. Moi, je voudrais simplement témoigner pour ce qu'ont dit les premiers lecteurs. Ça vous intéresse beaucoup tous les 3, parce que bon, on n'a pas écrit que pour nous, on a écrit beaucoup pour nous aussi, pour montrer qu'on a réfléchi ensemble. Mais vos mémoires, quelque part? Non, il n'y a pas de mémoire. Non, c'est l'histoire des malades. C'est l'histoire de la cancérologie. Alors, ce que disent les lecteurs, qui me paraît moi très positif, c'est que premièrement, ce n'est pas un livre de type fantasmagorique, vous allez guérir, tout ça, mangez des framboises, faites ceci, faites cela, de la méditation transcendantale, vous guérirez. C'est pas ça. Vous dites les choses. Il n'y a pas de recette. Et en même temps, nous sommes sincères, mais l'espoir est maintenu. Les malades et leurs familles nous disent on peut vous lire et continuer à avoir de l'espoir et voir aboutir un jour la lutte contre le cancer. Bon, c'est pas un livre scientifique, même s'il y a des explications quand même assez scientifiques dans le livre. Comment on peut le symboliser alors? C'est comme un témoignage, à la fois un témoignage des malades et puis un témoignage de médecins, une réflexion. Ce n'est pas non plus un ouvrage académique, en tout cas on espère... Pas statistique forcément, pas... Voilà, on a essayé d'enlever les statistiques parce qu'on ne peut pas s'empêcher, au bout d'un moment il en restait, et heureusement on se relisait. Il faut des repères de toute façon. Il y en avait toujours un pour dire à l'autre, il y a un pourcentage, il y a quelque chose qui n'est pas forcément accessible et qui finalement n'était pas dans l'esprit de cet ouvrage qui est, encore une fois, un témoignage et une réflexion
plus que des recettes ou un livre académique. Alors vous dites vouloir lutter contre les fausses croyances sur le cancer. C'est quoi les fausses croyances? Elles sont précisément beaucoup issues de résultats, de statistiques dont on a parlé. Ce qu'il faut dire, c'est que les statistiques n'ont jamais rien dit d'un individu donné qui est pris dans la cohorte qui a servi à fabriquer la statistique. Et les croyances ont fait état de phénomènes qui pourraient culpabiliser les gens par rapport à cette maladie. On essaye de les dramatiser sans jamais banaliser. C'est ça le message, professeur Henri Pujol? Il faut dire les choses, mais il ne faut pas dramatiser. Moi, le message, c'est que, premièrement, on a progressé. Voilà. Moi, j'ai un parcours de cancérologue, on a progressé. Et deuxièmement, on a progressé également dans l'information donnée aux personnes et dans l'espoir qu'on leur donne aussi, qui est quand même légitime. Je le disais, c'est pas un livre scientifique, même s'il y a des éléments, il y a aussi des témoignages de choses que vous avez vécues, que vos patients ont vécues dans ce livre. Il y a, vous le disiez, de l'humain. Mais l'humain est de toute façon partie prenante, même surtout quand on est praticien sur le cancer. Pascal Pujol. Oui, le fil est... Le fil rouge est un peu des histoires vraies dans ce livre. Ça commence avec une consultation de Jean-Louis et ça finit, tous les chapitres finissent sur des histoires vraies. Mais toute ressemblance avec des personnages existants n'est absolument pas fortuite, puisque rien dans cet ouvrage de ces témoignages autour de situations médicales n'est issu de nos cabinets et de nos salles de consultation. Qui sont du domaine du secret médical de toute façon. Oui, mais on a bien pris garde voilà. De ne pas trop donner de repères, même si ce sont des situations qui peuvent parler aux gens. Ils peuvent parler aux gens qui ont dans leur famille. Bien sûr. On ne peut pas identifier, même si tel ou tel patient peut parfaitement s'identifier, naturellement. Bien sûr. Mais on a préservé les anonymats. Alors, la question c'est, avez-vous été exhaustif? Est-ce qu'il y aura un question, pluriel ou pas, question cancer 2? Est-ce qu'il y aura un autre tome? Est-ce que vous avez en préparation la suite? Ou est-ce que vous pensez avoir pas tout dit sur le sujet, mais avoir dit ce que vous vouliez dire? Je ne sais pas. Pour le moment, on a un très grand plaisir à avoir été édité par un grand éditeur. Ensuite, je crois que collectivement, on a deux souhaits. Premièrement, que les malades reconnaissent leur courage. Et deuxièmement, que les personnes en bonne santé reconnaissent l'espérance. Voilà. Et pas non plus faire, vous le disiez, de catastrophisme, mais en parlant du cancer, est-ce que vous qui avez vu l'évolution depuis quelques années, est-ce que vous pensez qu'on arrive maintenant un peu plus facilement à parler du cancer, et est-ce qu'on en parle bien du cancer, y compris nous, médias? Je crois que ce sont les patients, les malades qui ont voulu qu'on leur parle correctement. Et parler correctement, c'est quand même ne pas travestir la vérité. Parce qu'on a longtemps dit, pour quelqu'un qui avait le cancer, qui est décédé à la suite d'un cancer, il est mort d'une longue maladie. On continue à le dire, mais un petit peu moins. Ouais. Est-ce que dans les comportements, dans la façon de faire des gens, vous sentez une évolution, Pascal ou Jean-Louis? Moi, personnellement, ça m'a jamais choqué qu'on dise d'un personnage public qu'il est mort d'une longue maladie. Ça sous-entend différentes maladies, en fait. Et ça préserve une certaine pudeur qui me va bien. Sur le plan philosophique, ça ne me gêne pas. Maintenant, là, on ne se place pas du tout à ce niveau-là quand on est médecin. On se place dans une relation de patient à médecin. Donc, c'est vraiment de sujet à sujet. Et là, la question de la sincérité se pose très franchement. Et elle se pose exactement dans les termes qui ont été dits, c'est-à-dire que c'est ni la réserve absolue qui était la mode ancienne, c'est-à-dire on infantilise les gens, on leur dit pas, ni leur dire absolument tout, exactement comme si on voulait se débarrasser de quelque chose qui nous pèserait à nous, de la même manière qu'on s'affranchit d'une lettre. Donc il y a forcément dans cet entre-deux un curseur à mettre en place, c'est jamais la même position pour deux patients différents. Ça change évidemment. Vous allez continuer à présenter ce livre aux lecteurs. La prochaine actualité dans ce sens, c'est quoi? La prochaine actualité, c'est que le 7 octobre, c'est-à-dire juste dans une semaine... Le 7 décembre, donc. 7 décembre, oui, vous voyez, je suis déjà un peu en retrait un an avant la sortie.
On y pense depuis très longtemps. Il y a quand même 2 ou 3 ans qu'on le porte. Alors, je suis pas un peu troublé par ce long accouchement qui a bien abouti. Et le 7 décembre, à la librairie Soran, on fera une signature et on a des amis, des connaissances et des lecteurs intéressés par le titre. Que nous accueillerons volontiers. Enfin, rendez-vous est pris. Merci en tout cas d'être venu nous parler de ces questions au cancer. Donc sur ce plateau, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à tous.